Monsieur Raphaël Dohan, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Je vous en prie. Je vous reçois pour ce livre, Le rêve de l'assimilation de la Grèce antique à nos jours, publié chez Passé Composé. Deux remarques préliminaires. Je trouve que votre livre est remarquablement bien écrit. C'est une histoire de Merci. l'histoire et une histoire de l'assimilation. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, une question habituelle et rituelle. Est-ce que vous pourriez prendre la peine de vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Raphaël Dohan, j'ai 28 ans et je suis magistrat pour ce qui est de ma vie professionnelle. Je suis également élu local dans les Yvelines, maire adjoint de la ville du Pec. Et donc, j'ai écrit un premier livre en 2019 qui s'appelait Quand Rome inventait le populisme, donc sur la fin de la République romaine et sur le mouvement que je qualifie de populiste connu par les Romains au tournant de leur histoire, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et j'ai publié, donc, comme vous l'avez dit, là, en 2021, il y a quelques mois, ce Rêve de l'assimilation chez les éditions Passé Composé. Dans votre ouvrage, dès le départ, vous rappelez qu'il y a une différence entre trois notions que les gens mélangent et confondent. Il y a la notion d'intégration, d'acculturation et d'assimilation. Est-ce que vous pourriez représenter, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, ces trois notions qui sont assez importantes et fondamentalement différentes? Oui, je trouve ça toujours utile de bien distinguer les termes qu'on emploie. Il ne s'agit pas de faire un fétichisme des mots, hein, parce que après tout, on pourrait employer l'un pour l'autre, hein. C'est vraiment une distinction opérationnelle, disons, pour que chacun sache de quoi on parle. Pour moi, l'intégration, ça désigne quelque chose d'assez limité, d'assez étroit. Il s'agit simplement de permettre à un étranger qui vient dans un pays d'y vivre convenablement, d'avoir les moyens de faire partie de la société, c'est-à-dire d'avoir un emploi, par exemple, d'avoir un logement, d'avoir des conditions de vie correctes et de respecter la loi, enfin bref, de lui permettre simplement de vivre normalement dans la société. L'assimilation va plus loin, va à un étage supplémentaire, disons, puisque là, l'assimilation s'occupe de questions culturelles et de mœurs et de vie quotidienne. L'assimilation, c'est la pratique qui consiste à exiger de l'étranger qui vient dans un pays ou dans un groupe où il n'est pas majoritaire, de respecter également les us et coutumes, donc la manière de vivre au quotidien de la population majoritaire. Ce qui n'est pas forcément le cas donc, de l'intégration, qui se contente simplement de dire, bah, écoutez, respectez la loi, travaillez, et ça sera bien, enfin, ça suffira. L'assimilation donc est plus exigeante et elle va, disons, s'intéresser à des aspects plus culturels, plus pratiques, plus quotidiens de la vie des gens. Et je distingue encore ces deux concepts d'un troisième idée, qui est celle de l'acculturation, où là, à mon sens, il s'agit plutôt d'une forme d'échange culturel, de frottement en fait entre deux cultures qui font que un groupe culturel emprunte à un autre tel ou tel aspect de sa société. L'exemple que je prends, c'est celui de l'influence américaine qu'il y a aujourd'hui sur les sociétés européennes, dans le monde d'ailleurs en général, où évidemment les Français aujourd'hui ont repris certains traits de la culture américaine, je sais pas, le fait de manger des hamburgers ou de regarder des films issus d'Hollywood. Ça ne veut pas dire non plus qu'on devient entièrement américain ou que les Américains cherchent à nous assimiler, au sens où ils voudraient transformer tous les citoyens français en citoyens américains, évidemment. Donc, il y a voilà, c'est juste parce que nous avons des contacts étroits avec la société américaine que nous avons ce phénomène d'acculturation, qui en fait est un phénomène assez spontané et naturel quand il y a des échanges qui se produisent entre deux sociétés. Alors, il y a une chose intéressante que j'ai relevée dès ma première lecture. Donc, c'est la première page de votre livre. Vous dites, je vous cite, chose curieuse, on associe aujourd'hui l'assimilation à une position de droite, voire de droite dure, alors qu'elle fut, il y a un siècle, vigoureusement défendue par la gauche républicaine et attaquée par l'extrême droite raciste. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, sur Oui, ce ça fait partie en basculement? fait de. Oui, c'est ça. Il y a un basculement qui est pas seulement d'ailleurs propre à l'assimilation, puisque c'est aussi le cas d'autres concepts comme la nation qui sont plutôt nés à gauche, en général au début de l'époque contemporaine, en fait, à la Révolution et au 19e siècle, et qui ensuite ont subi une translation qui fait qu'aujourd'hui, ils se trouvent plutôt repris par la droite que par la gauche. Et donc, c'est le cas de la nation, c'est le cas aussi de l'assimilation, puisque effectivement, à l'origine, en fait, puisqu'on va voir qu'il y a des racines très profondes à l'assimilation qui dépassent largement la naissance du clivage droite-gauche. Mais
en tout cas à l'époque où ce clivage existe, c'est-à-dire à partir de la Révolution française, ceux qui défendent l'assimilation le plus ouvertement et le plus fermement sont plutôt des gens de gauche, universalistes, en fait inspirés justement des idéaux de la Révolution française, qui pensent que ces idéaux, ces valeurs nouvelles doivent être étendues à l'humanité entière, en fait, et qui donc pour cela s'appuient sur la République comme moteur, comme vecteur de ces idéaux, et donc imagine que les hommes entiers, toute la planète entière, en fait, a vocation un jour à accueillir cette nouvelle manière de vivre en société inventée par les Français. Et donc forcément, ça les amène à défendre l'assimilation, c'est-à-dire à dire que les étrangers qui viennent en France ou les étrangers en fait les colonisés par l'Empire français, dans le cadre de l'Empire colonial, ont vocation à rejoindre la société française et la communauté civique française. C'est logique de leur point de vue. Alors qu'inversement, il y a en face des gens qui sont fermement opposés à l'assimilation pendant tout le long du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui eux sont par contre plutôt des racistes en fait. Mais littéralement des gens qui croient à la différence des races et à la hiérarchie des races, c'est-à-dire à l'existence de races supérieures et de races inférieures. Et pour eux, l'exemple paradigmatique que je prends dans mon livre, c'est quelqu'un comme Gustave Le Bon, qui est un sociologue qui est plus connu aujourd'hui pour la psychologie des foules, mais qui était aussi un théoricien de thèses racistes, et qui explique très clairement dans plusieurs discours que l'assimilation est une erreur néfaste pour les Français, parce que tout simplement, les gens des autres races, selon lui, ne peuvent pas devenir Français, parce qu'il y a ce fossé irrémédiable entre les hommes qui fait qu'ils ne sont pas interchangeables et qu'ils ne peuvent pas en fait reprendre la même culture, les mêmes manières de vivre que les Français. Donc ce clivage, effectivement, était entre une droite, une extrême droite raciste et une gauche universaliste et républicaine au XIXe siècle. Et ça a été encore le cas plutôt, même s'il y avait un plus grand consensus sur l'assimilation sous la Troisième République, en fait, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ensuite seulement dans la deuxième moitié du XXe siècle qu'on a vu une sorte d'inversion, on y reviendra peut-être, de la place de l'assimilation sur l'échiquier politique. Alors, on a bien compris ce qu'était l'assimilation, l'acculturation et l'intégration, mais d'un point de vue anthropologique, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'assimilation est un espèce de corollaire au relativisme philosophique? C'est-à-dire que demain, s'il y a une culture dominante, est-ce que tout le monde aura vocation, enfin, vous connaissez que cette phrase, si tout se vaut, rien ne vaut, et pour l'assimilation, n'est-il pas aussi un danger enfin, philosophiquement, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le relativisme? Et au niveau de l'humanité, est-ce que le but de l'humanité, notamment, c'est pas de maintenir cette diversité? Et si demain il y a une culture dominante, si tous les peuples de la Terre adhèrent à cette culture, est-ce que ça serait pas aussi mortifère pour l'humanité? C'est intéressant comme question. Il y a certains aspects de l'assimilation par lesquels ce serait plutôt le contraire. C'est-à-dire que l'assimilation, selon moi, est beaucoup plus liée à l'universalisme qu'au relativisme, au sens où justement l'assimilation implique souvent que la culture majoritaire, celle qui veut assimiler les autres, ait une sorte de conscience ou de certitude qu'elle est une culture qui mérite d'être universalisée, c'est-à-dire d'être étendue à d'autres populations, voire à la Terre entière, en fait. C'était le cas un peu de la France du 19e siècle, qui croit que, justement, il faut faire rayonner la France partout dans le monde. Et donc, c'est ça qui justifie l'assimilation. Et dans ce cas-là, c'est plutôt le contraire d'un relativisme. C'est l'idée que les valeurs françaises sont les bonnes valeurs, en fait, les seules vraies, et que c'est elles qu'il faut imposer au monde entier. Et donc, il n'y a pas trop de risque de relativisme. Là où il pourrait y en avoir un, c'est quand il y a d'autres moteurs à l'assimilation, puisque ce n'est pas toujours une certitude de supériorité culturelle qui pousse à l'assimilation. Parfois, ce qui justifie pour un gouvernement ou pour une société de chercher à assimiler l'étranger, c'est simplement en fait la recherche d'une forme d'homogénéité culturelle. Ça, c'est vraiment c'est un concept assez machiavélien au sens propre, puisque Machiavel lui-même recommande aux princes de chercher autant que possible à avoir des provinces qui sont unies culturellement, parce qu'il trouve que c'est plus simple à gouverner pour faire régner la paix civile. Et donc, si l'assimilation est motivée simplement par cette volonté d'homogénéité, en fait, sans prétendre que notre culture est supérieure à une autre, mais simplement en disant, bah, écoutez, c'est notre culture et on préfère que tout le monde la partage, au moins au sein de notre pays. Là, effectivement, ça pourrait impliquer une forme de relativisme philosophique, mais qui a finalement assez peu de conséquences, puisque ça maintiendrait quand même une culture de référence dans chaque pays. Et au niveau international, ça n'empêcherait pas d'ailleurs qu'il y ait une diversité de cultures concurrentes les unes avec les autres, puisque l'assimilation, dans ce cadre-là, elle se concentre sur un territoire donné. Donc, mais effectivement, c'est assez intéressant de poser la question en ce sens, puisque l'assimilation charrie avec elle en fait toute une vision du monde et une vision des rapports entre les hommes. Alors, votre livre, je l'ai déjà dit en entretien, enfin en préalable de notre entretien, il est vraiment très intéressant, très dense.
Vous évoquez l'assimilation dans l'histoire et également sur plusieurs continents. Donc, Mm. vous parlez également de la Grèce, de Rome, de l'islam des premiers siècles, de l'Empire français, de la France métropolitaine, du Japon et même de l'Amérique. Je voudrais revenir sur un passage qui vraiment m'intéresse et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Parce que vous relevez un paradoxe, encore une fois, l'histoire est vraiment faite de paradoxes. Quand vous parlez de l'hellénisation du Proche-Orient, donc vous rappelez qu'Alexandre, qui lui-même est un demi-barbare d'un point de vue grec, parce qu'il est macédonien, entame beaucoup de conquêtes sur de vastes territoires. Et donc là, encore une fois, je vous cite, parce que vous dites ainsi commence l'époque dite hellénistique, terme retenu depuis le 19e siècle pour désigner ce moment d'hellénisation rapide de la Méditerranée et de l'Orient. L'ironie de l'histoire est que ce ne furent pas de véritables Grecs qui hellénisèrent le monde commun. Alexandre le Grand et ses successeurs étaient macédoniens. Ils étaient eux-mêmes hellénisés. C'étaient des quasi-barbares du Nord dont le peuple n'avait acquis la culture grecque qu'à moitié. C'est du moins ainsi que le voyaient les véritables, entre guillemets, Grecs d'Athènes ou de Corinthe. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce moment de l'histoire où en fait l'hellénisation est en dehors de la Grèce et elle est faite par des gens qui ne sont pas forcément, en tout cas techniquement pour certains, pas grecs à 100%. Oui, effectivement, c'est vraiment une ironie de l'histoire, puisque donc il s'agit effectivement des Macédoniens qui sont donc situés au nord de la Grèce, disons classique, et qui sont considérés justement par les Grecs d'Athènes, de Corinthe, de Sparte, bref, les Grecs que nous connaissons le mieux, comme voilà, des semi-barbares. Alors ça dépend un peu des positions. Il y en a qui considèrent que les Macédoniens sont vraiment des Grecs, ou en tout cas qui méritent de faire partie de la communauté dite grecque. C'est le cas de quelqu'un comme Aristote, qui va lui-même être le précepteur d'Alexandre le Grand. Donc c'est quelqu'un qui considère que ces gens-là font partie de la civilisation. Il n'y a pas de difficulté avec lui. Mais il y en a qui sont opposés justement à l'avancée macédonienne, comme Démosthène, un orateur athénien, qui eux vont plutôt insister sur leur caractère barbare, c'est-à-dire le fait qu'ils ne sont quand même pas totalement partie du monde de la sphère civilisationnelle grecque. En fait, ça rejoint tout le problème de l'identité hellénique, ce qui fait qu'un grec est grec, puisque classiquement, les Grecs sont d'abord reliés par la langue. C'est comme ça qu'Hérodote le dit. C'est la langue qui fait l'unité du monde grec, qui par ailleurs politiquement est extrêmement divisé entre les différentes cités et royaumes qu'il constitue. Et donc forcément, quand on a une conception de la culture et l'identité qui repose sur la langue, ça veut dire que d'autres peuples qui parleraient la même langue, qui l'apprendraient, deviendraient aussi, enfin feraient partie, pourraient rejoindre la communauté en question. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec les Grecs, même s'ils ont eu toujours enfin, à l'époque classique, les Grecs étaient assez réticents quand même à l'idée d'introduire dans leur communauté des éléments étrangers. Notamment parce qu'en fait, il s'agissait justement de cités plutôt petites et rivales entre elles. Et donc, il y a forcément dans ces situations des réflexes de protection en fait contre l'extérieur. C'est le cas le plus extrême, c'est Sparte, qui avait une toute petite communauté civique de quelques milliers de personnes et qui forcément avait très peur des influences que pourraient avoir, et même d'autres Grecs, sur sa propre culture si jamais on les laissait s'installer avec eux. Donc il y avait quand même une méfiance envers l'étranger dans le monde grec classique. Et, euh, et donc les Macédoniens, effectivement, faisaient partie, enfin étaient intégrés dans cette méfiance. Et là où l'histoire est ironique, c'est qu'effectivement, c'est grâce à eux, malgré tout, que l'hellénisme et la civilisation grecque s'est étendue à l'ensemble de la Méditerranée orientale, et en fait, principalement grâce à leur conquête militaire. Puisque là où le monde grec était justement divisé en petites cités relativement puissantes à leur échelle, mais enfin assez peu significatives dans les grandes puissances du monde antique, par rapport à l'Empire perse, par exemple, là, Alexandre le Grand, lui, bâtit en quelques années un empire énorme qui justement domine l'Égypte, la Perse, une partie de l'Inde. Et donc, les Grecs se retrouvent en fait confrontés à des populations qui ne sont pas grecques du tout, pour le coup, mais qu'il faut bien gouverner quand même. Et donc, c'est la première fois en fait qu'ils se retrouvent confrontés à cette question de savoir que fait-on d'un étranger dont on a la responsabilité, qu'on doit gouverner en fait. Et alors, ils sont pas vraiment. Il n'y a pas eu de doctrine d'assimilation ou d'hellénisation systématique et automatique. Il n'y a pas eu de théorie de ce genre-là. Mais on voit, en fait, par petites touches, au fur et à mesure, il y a eu une évolution progressive vers quand même une hellénisation de ces populations. D'abord par plusieurs moyens.
Le premier étant en fait l'administration du paysage, c'est-à-dire l'urbanisme, la construction des villes à la grecque, en fait, avec les fameux plans en damier, tous les équipements publics grecs aussi, le gymnase, les thermes, les temples. Et tout, en fait, les Grecs ont construit, les Macédoniens avec eux, ont construit une sorte de cadre de vie qui informait ensuite la vie quotidienne des populations qui, à l'origine, n'étaient pas grecques, mais qui vont apprendre, en fait, par ce biais-là, à vivre à la grecque et donc à se sentir de plus en plus grecs. Et effectivement, ça a été le cas grâce à des Macédoniens qui, à l'origine, n'étaient pas les plus culturellement purs des Grecs du point de vue de quelqu'un comme Démosthène, mais qui, en fait, ils ont été le vecteur, le véhicule d'une culture qui, elle, avait en fait une dimension universelle en puissance. Et ça s'est bien démontré par la suite. En fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on a bien compris, alors Sparte, c'est un peu plus extrême, mais le modèle des cités grecques, c'est quand même plutôt la distinction ou la ségrégation. Et en fait, là aussi, on est encore dans un nouveau paradoxe, c'est que Alexandre, qui est considéré comme un des héros grecs, dans sa pratique du pouvoir, n'a pas du tout été selon le modèle grec d'exclusion. Au contraire, comme vous dites dans votre livre, il encourage ses soldats à se marier avec des indigènes, lui-même adopte les coutumes orientales, on va dire, au sens large du terme. Et si on poursuit un petit peu dans l'histoire, si on fait un léger bond dans le temps, l'Empire romain va un peu reprendre cette stratégie d'assimilation. Là aussi, dans votre livre, il y a des pages très intéressantes sur le cadre de vie. Vous dites que du nord au sud, à l'est à l'ouest de l'Europe, en passant par l'Afrique du Nord, en passant par même un peu jusqu'à l'Égypte et au Proche-Orient, il y a une façon de vivre qui est similaire avec les villes, les constructions, les routes, mais comme on sait, l'Empire romain, il a succombé. Et très souvent, lorsqu'on étudie des livres sur la chute de Rome, une des explications, c'est de dire que Rome n'a pas réussi en fait à assimiler le trop-plein d'étrangers ou de barbares. Or, vous, dans votre livre, ce que je trouve vraiment intéressant pour la réflexion intellectuelle, vous dites quelque chose d'un petit peu différent. Vous dites en fait qu'à la fin de l'Empire romain, plus personne ne savait ce que c'était en fait de devenir romain, et que les barbares qui le devenaient, bah, en fait, ils le devenaient simplement en surface, et que on pourrait peut-être même supposer le contraire, c'est-à-dire que l'Empire romain, si finalement il a échoué, c'est parce que le modèle d'assimilation n'était plus du tout pratiqué. Alors que les autres disent le contraire. Voilà, est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Oui, alors c'est amusant parce que la chute de l'Empire romain, c'est vraiment l'événement ou le processus historique par excellence où chacun plaque ses dadas, enfin ses intérêts particuliers. Au XIXe siècle, voilà, on pensait à la chute des empires militaires. Ensuite, on a parlé récemment, il y a eu des thèses et des livres écrits sur les causes épidémiques ou climatiques de la chute de l'Empire romain. Moi, je parle donc d'assimilation. Mais c'est un phénomène vraiment intéressant parce que justement, il se prête à toutes ces lectures. Et donc, je trouve ça assez passionnant. Et la question que je pose dans le livre, effectivement, c'est de savoir si l'Empire romain est mort, entre guillemets, d'avoir trop ou trop peu assimilé les barbares, en fait. Puisqu'il a assimilé de très grandes quantités de population. D'abord, par l'extension de l'Empire, puisqu'il a conquis des territoires où vivaient des Celtes, enfin, d'autres populations qui n'étaient pas romaines et qui sont devenues romaines avec le temps et sous l'effort de certains gouverneurs romains. Et ensuite, une fois que les frontières de l'Empire ont été à peu près fixées, effectivement, il a accueilli et intégré et assimilé des populations extérieures à l'Empire qui elles, voulaient entrer à l'intérieur de l'Empire et s'installer sur des terres derrière les frontières. Et donc, c'est ce phénomène-là qui, à un moment, commence à se gripper et où l'assimilation, la romanisation fonctionne moins bien. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, à partir du Bas Empire, on voit de plus en plus de phénomènes et de textes et de commentaires qui remarquent que certains individus qui sont d'origine germanique, par exemple, sont citoyens romains, mais n'ont pas forcément repris tous les codes de la civilité romaine. Que ce soit dans l'onomastique, dans les noms qu'ils reprennent, où ils gardent plus de noms germains qu'ils ne le romanisent, dans les pratiques aussi de vie, dans les vêtements, dans les habitudes et les us et coutumes. Ils sont censés être romains, d'après leur statut juridique, mais ils le sont moins culturellement. Il y a une sorte de solution de continuité avec, disons, les vieux romains et les autres étrangers qui auparavant s'étaient romanisés entièrement. Puisqu'il y a eu beaucoup de cas à la fois individuels et collectifs de romanisation, d'assimilation parfaite chez les Romains. On a quand même beaucoup d'empereurs ou de grands auteurs aussi, comme Sénèque, qui étaient issus de provinces
pas du tout italiennes, pas du tout romaines, mais qui, en fait, sont devenus tellement romains que plus personne, d'ailleurs, ne fait remarquer qu'ils sont d'origine étrangère. Et aujourd'hui encore, la plupart des gens ne savent pas que ces personnalités-là ne sont pas romaines, au sens s'agissant de leur origine. Donc ça a très bien marché, mais jusqu'à un certain point, et donc sous le Bas Empire, c'est ce phénomène-là qui marche moins bien. Alors on peut essayer d'y voir plusieurs causes, hein. C'est assez compliqué de retracer exactement ce qui a fait ce qui a causé ce changement. Probablement, il y a une question de nombre, c'est-à-dire qu'il y a simplement beaucoup de Germains en particulier qui passent les frontières, qui s'installent. Peut-être aussi, il y a eu une sorte de complexe de la part des Romains eux-mêmes, parce qu'on a des textes, notamment à l'époque chrétienne, où on voit des auteurs chrétiens romains qui considèrent que les barbares peuvent aider à régénérer la morale des Romains, qui trouvent que les Romains sont devenus décadents, qui sont devenus égoïstes, qui sont devenus vicieux, qui sont devenus et que les barbares, au contraire, dans leur innocence un peu naïve, d'après ces auteurs-là, si on les laisse justement irriguer la culture romaine et la civilisation romaine, pourraient régénérer les valeurs morales de l'empire un peu croulant. Donc il y a aussi peut-être eu une sorte de complaisance envers ces cultures étrangères qui venaient dans l'Empire romain et une moindre volonté de la part de l'Empire de défendre son propre héritage civilisationnel. C'est possible, en tout cas il y a des textes qui le laissent penser. Il y en a d'autres aussi d'ailleurs qui alertent sur ce point. Ammien Marcellin, par exemple, qui est un grand historien de la fin de l'Empire, était on dirait un peu un réactionnaire, hein, qui a essayé d'alerter sur justement à la fois la venue de Goths ou de Germains dans l'Empire romain qui risquait de menacer, selon lui, l'héritage de l'Empire, et aussi justement ceux qui accusaient les Romains d'être trop décadents et donc qui voulaient spécialement faire venir des gens étrangers pour les aider à se régénérer. Donc on voit ce débat-là dans les textes dans les derniers siècles de l'Empire, et donc c'est probablement aussi un aspect de cette difficulté à romaniser et à assimiler à la fin de l'Empire, mène, mène à la fin du modèle romain tel qu'on l'a connu dans les siècles précédents. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les Romains, que ces barbares voulaient détruire l'Empire, pas du tout, puisqu'en fait, des gens comme Alaric, qui est un Goth qui a fait le sac de Rome, hein, qui est connu pour avoir pris la ville de Rome, voulait en fait plutôt devenir, en fait, il l'a fait parce qu'il cherchait à devenir un grand personnage dans la politique romaine, et pas par haine de la romanité en tant que telle. Simplement, ils ont une conception un peu abstraite en fait de ce que c'est que l'Empire, qui à force de s'étendre, et aussi peut-être en donnant la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire sous Caracalla, a peut-être aussi contribué à faire en fait de la romanité une simple caractéristique juridique. C'est une simple voilà, c'est des droits, c'est une citoyenneté, mais qui n'est plus forcément associé dans l'esprit des gens à un mode de vie, à une culture, à un héritage. Donc c'est peut-être aussi ce phénomène qui a conduit progressivement à la fin de l'Empire. En fait, la question que pose votre livre, c'est que tant que le modèle romain dominant, fier, sûr, assimilationniste, volontariste fonctionne, tout va bien. La question qu'on peut se poser, c'est que si à la fin de l'Empire, ils avaient maintenu cette ligne, est-ce qu'ils n'auraient pas pu absorber tous ces barbares? Mais bon, mais pour Rome, vous dites que il y a trois piliers selon vous de l'assimilation à la romaine. Donc là aussi, vous avez des belles pages. Vous dites qu'il y a la ville, l'armée et la langue. Et donc, on en revient toujours à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le contexte social ou géographique dans lequel on vit peut fortement influencer les nouveaux habitants. Vous parlez également de l'armée, un service long de 20-25 ans, mélange de population, fraternité dans le combat, et enfin la langue romaine. Est-ce que finalement, l'échec de l'Empire romain sur le long terme n'est-il pas ne vient-il pas du fait qu'il est devenu trop grand, mais que le modèle initial était quand même bon? Moi, je pense que le modèle était bon, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les républicains français, sous la Troisième République, ont consciemment cherché à imiter le modèle romain. On a beaucoup de textes de la fin du XIXe siècle, chez les juristes qui parlent d'assimilation, et chez les politiques aussi, qui disent que les Romains sont le modèle à imiter, justement, sur ce point, sur l'intégration et l'assimilation des étrangers. Donc du coup, je pense qu'effectivement, le modèle était assez bon, hein, et d'ailleurs, comme je le disais, il a eu des vrais effets, et pendant plusieurs siècles, il y a eu comme ça un phénomène de romanisation de quantité de génération qui a vraiment bien marché.
Est-ce que ensuite c'est parce que l'empire est devenu trop grand qu'il a cessé de fonctionner aussi bien? Peut-être, c'est peut-être aussi simplement une évolution des mentalités qui fait qu'après plusieurs siècles, ça a duré longtemps, hein, donc il fallait bien qu'à un moment, enfin c'est toujours comme toujours en histoire, il y a des évolutions qui se produisent et c'est rare que les choses durent aussi longtemps qu'elles l'ont duré d'ailleurs pour l'Empire romain, en fait, qu'il y a eu une stabilité quand même dans ce modèle assez longue. Donc effectivement, il y a une part de taille, une part aussi d'évolution des mentalités dont on a parlé tout à l'heure. Après, il y a d'autres facteurs aussi, hein. C'est possible que les facteurs d'ailleurs un peu écologiques, voilà, sanitaires, climatiques, sans doute des facteurs économiques aussi ont pu jouer dans tout ça. Donc je pense qu'il y a voilà, une multiplicité de facteurs qui expliquent cet abandon progressif d'un modèle qui à l'origine marchait bien. Vous avez aussi un chapitre consacré à l'islam. Alors, pas l'islam tout au long de l'histoire, mais l'islam des premiers siècles. Et là aussi, vous allez un peu à contre-courant de grandes idées qu'on entend dans les masses médias ou oui, sur les plateaux de télévision, les radios, en expliquant que l'islam des premiers siècles est plutôt assimilationniste. Et en fait, vous rappelez que y a- alors, c'était pas non plus un régime non plus sympathique, parce que vous dites bien il y a le système de la dimitude, la protection, mais il y a eu cette volonté à la fois d'assimiler, et vous dites aussi que la notion d'arabité, d'arabisation a grandement contribué à l'essor et à la plénitude de l'islam, en tout cas du moins dans les premiers siècles. On va dire peut-être les deux, trois premiers siècles de l'islam. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant avec l'exemple des premiers siècles de l'Empire islamique, c'est que il y a une dialectique entre la religion et la culture qui vont ensemble, mais qui sont quand même qu'on peut distinguer d'un point de vue conceptuel. C'est-à-dire qu'il y a l'islamisation, donc la conversion de population à la religion musulmane, et il y a l'arabisation qui est justement l'assimilation à une culture arabe. Et les deux vont en général ensemble, mais disons que ces deux phénomènes en fait se nourrissent l'un et l'autre. Et parfois, en fait, on voit justement une arabisation qui se produit sans forcément que les individus se convertissent nécessairement à l'islam. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. C'est qu'en fait, la culture arabe vraiment ancienne, antique en fait, était assez peu propice à l'assimilation et ni à l'universalisme, puisque c'était une culture qui était plus endogame, qui était plus refermée sur elle-même qu'elle n'était ouverte sur le monde. D'ailleurs, un peu comme l'était la culture grecque à l'origine, à l'époque classique, avant Alexandre. C'est-à-dire que ce sont des populations qui cherchent, enfin, qui n'ont pas l'idée que leur culture doit être étendue à d'autres populations à l'extérieur d'elles-mêmes. Et donc, c'est dans l'islam qu'on trouve justement cette capacité à envisager une expansion plus universelle, à étendre cette culture et ce mode de vie et de pensée à d'autres individus que ceux qui font partie du peuple arabe originel. Et donc, c'est l'islam qui donne à la culture arabe sa dimension universaliste et donc assimilatrice. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a aussi là, un peu comme chez les Macédoniens avec les Grecs, une influence aussi des cultures qui ont été conquises par les Arabes, puisqu'on a une influence de la culture perse, de la culture byzantine sur, disons, les fondements, les piliers de la culture arabe, qui ont, par exemple, c'est souvent des savants perses qui ont donné sa grammaire, qui ont codifié la grammaire classique de l'arabe, justement, pour la littérature arabe. Et donc, cette culture a été enrichie, en fait, ça a gagné une capacité de rayonnement grâce à ces influences des populations conquises, et grâce à l'islam, avait cette capacité universaliste à être proposée à d'autres populations que les simples populations arabes. Alors effectivement, ça fonctionnait aussi grâce à un système de dimitude dont vous avez parlé, qui était donc cette idée qu'il y a des populations qui ne sont pas musulmanes et qui sont tolérées dans la société musulmane, mais qui occupent un statut différent des musulmans, donc les juifs et les chrétiens. Hein. Et, mais il y a quand même une ouverture possible qui est que on accepte évidemment la conversion à l'islam, et si on se convertit à l'islam, on accède à des rangs supérieurs de la société. Et donc ça fait une sorte d'aspiration vers le haut de la société et qui incite à justement l'assimilation et la conversion. Et puis il y a simplement en fait l'influence et le renom de la culture arabo-musulmane qui peut inciter tout simplement par en fait imprégnation, par admiration aussi des populations locales à s'assimiler. C'est le cas en Espagne où c'est vraiment frappant, en Espagne andalouse, où on voit des jeunes chrétiens qui font partie de l'élite intellectuelle de l'Espagne chrétienne antérieure en fait à la culture islamique, mais qui justement sont assez fascinés par cette culture arabo-musulmane et qui se piquent de rivaliser dans l'écriture de poésie arabe avec les Arabes qui sont installés en Espagne, alors même qu'ils ne se convertissent pas forcément à l'islam. Et donc on voit des textes de chrétiens, de prêtres qui reprochent à leurs ouailles
céder à ce phénomène. Mais c'est assez intéressant puisque ça veut dire justement que l'assimilation dépasse la simple conversion religieuse et qu'il y a quelque chose de purement culturel qui s'y ajoute. Et je trouvais ça assez intéressant. Alors, vous avez aussi un chapitre sur l'Empire français. Et là aussi, vous allez dans l'analyse factuelle et en fait, vous nous expliquez que l'Empire français a longtemps hésité dans son modèle pour gérer ses colonies, le fameux empire colonial. On va dire, pour faire simple, un modèle grec ou parfois un modèle romain, c'est-à-dire ségrégation ou assimilation. Donc, l'Empire français colonial a beaucoup varié là-dessus. Et il y a quelque chose là aussi que je trouve d'un peu injuste et d'un peu ironique. On va parler rapidement du modèle anglais. C'est qu'aujourd'hui, le modèle anglais, il est considéré comme plus libéral, plus ouvert, plus tolérant. Pourtant, quand on voit la pratique de la gestion anglaise de leur colonie, on s'aperçoit que c'est un modèle beaucoup plus dur que le modèle français. C'est-à-dire qu'eux, ils ont clairement opté pour la ségrégation sociale, voire même raciale. Ils n'ont pas hésité à affirmer que les cultures des pays conquis étaient de rang inférieur. Je voudrais avoir votre avis sur ces deux aspects, s'il vous plaît. Oui, en fait, à l'origine, les Anglais, au XVIIIe siècle, disons, étaient pas forcément opposés à l'assimilation sur le principe. En fait, les Anglais ont été d'abord très pragmatiques. C'est-à-dire que pour eux, ce qui importait, c'était d'abord d'assurer des débouchés de production industrielle et de nouer des liaisons commerciales et d'assurer l'ordre dans leur territoire conquis, dans leur nouvelle colonie. Et donc, ils ont un peu tâtonné et essayé de trouver la solution, le type de gouvernement qui fonctionnait le mieux pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire avoir la paix et avoir le commerce, en gros. Alors que les Français, eux, étaient partis d'emblée sur dans des objectifs beaucoup plus philosophiques, ou beaucoup plus idéalistes, avec la conviction que l'Empire français avait vocation, en tout cas c'était vraiment la doctrine et le but ultime, avait vocation à devenir une grande France, en fait. C'était ça l'ambition ultime de l'Empire français, c'était que tous ces territoires, un jour, deviendraient des territoires français, une sorte de département, et que les populations qui y vivent deviendraient des citoyens français. Alors évidemment, tout ça était très théorique, puisque en pratique, on a aussi nous-mêmes pratiqué parfois une forme de quelque chose qui s'apparentait à la ségrégation, de même que les Anglais eux-mêmes, parfois, ont aussi eu des comportements un peu plus assimilateurs. Mais l'optique de départ était très différente. Et donc, c'est ce qui a ensuite justifié, qui a expliqué la divergence des modèles français et anglais. Un point intéressant, par exemple, c'est que les Anglais, effectivement, ils considèrent qu'il y a une différence entre les cultures et que la leur est évidemment supérieure. Mais du coup, ils en tirent la conclusion qu'il n'y a pas forcément besoin de chercher à appliquer leur culture et d'imposer leur culture aux populations coloniales qu'ils avaient conquises. Parce que justement, pour eux, c'est pas la peine, ils ne méritent pas d'avoir la culture anglaise. Et donc, et puis ils ont un intérêt un peu intellectuel ou anthropologique pour les cultures qu'ils ont conquises. Et un point intéressant, un exemple intéressant, c'est New Delhi, qui a été construite par les Anglais dans un style justement un peu architecture indienne traditionnelle, revue par des architectes anglais. Mais les Anglais ne cherchent pas à faire une ville anglaise en Inde. Donc, en gros, chacun chez soi, chacun a sa culture et on les garde. Alors que les Français, eux, dans beaucoup de villes coloniales, que ce soit à Alger, au Sénégal aussi, ou au Vietnam, on construit en fait des villes qui ressemblent aux villes françaises. On fait des Paris haussmanniens dans les colonies. Alors, moyennant certains ajustements par rapport au climat ou quand même à certains. On cède parfois à l'esthétique aussi du lieu, mais globalement, le but, ce que cherchent les Français, c'est de recréer des petites France à l'étranger, alors que les Anglais, pas du tout. Donc, c'est une différence assez essentielle dans l'attitude par rapport aux territoires coloniaux. Et ensuite, il y a le problème français, en fait, c'est qu'on avait cette sorte d'idéal qui était justement l'assimilation totale. Donc, transformer tous ces territoires en territoires français, tous les citoyens en citoyens français. Sauf que c'était contraire en fait aux pratiques qui se réalisaient sur place. En général parce que les colons n'avaient pas vraiment intérêt, d'un point de vue, en tout cas ne sentaient pas l'intérêt pour eux d'encourager ce phénomène d'assimilation. C'est-à-dire que les colons français forcément bénéficiaient d'un privilège, d'un statut privilégié par rapport aux indigènes, et donc l'assimilation pour eux impliquait en fait de perdre cette supériorité, puisque l'assimilation à long terme implique de donner la citoyenneté et les mêmes droits aux indigènes. Et donc, les colons ont plutôt lutté contre ce phénomène-là. C'était d'ailleurs quelque chose qu'on avait déjà observé avant la grande époque de l'Empire français, au XVIIIe siècle, dans les Antilles, où là, le pouvoir royal avait globalement cédé aux revendications des planteurs esclavagistes dans les Antilles.
Et les planteurs demandaient justement à ce qu'on empêche, à ce qu'on désincite à l'assimilation des gens de couleur. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient surtout pas que les Noirs, les Métis, puissent, par exemple, prendre des noms français, s'habiller à la française, épouser des Français ou des Françaises. Ils voulaient absolument éviter que ça se produise, parce que sinon, si ça se produisait, évidemment, l'esclavage perdait toute légitimité, puisque on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait à la fois des citoyens français noirs ou de couleur et des esclaves de couleur également, puisque ça aurait voulu dire qu'en fait, il n'y avait pas de différence raciale. Et donc, pour les planteurs esclavagistes, c'était invraisemblable. Et il fallait empêcher ça. Et donc, ça a été, malheureusement, ils ont été malheureusement suivis. Et c'était en fait une expérience de désassimilation française dans ce territoire particulier. Et donc, on a eu un peu la même lutte entre un pouvoir central, enfin métropolitain, plutôt attaché globalement à l'assimilation tout au long du XIXe siècle, qui a essayé de faire avancer cette doctrine-là dans les colonies, et des pouvoirs locaux coloniaux qui, eux, avaient beaucoup moins envie de faire avancer ce processus parce qu'ils savaient bien qu'ils allaient y perdre leurs privilèges et leur raison de dominer en fait ces territoires. Et d'ailleurs, c'est ce qui, à la fin, a aussi en fait provoqué les guerres d'indépendance et la fin de l'Empire colonial français, puisque les populations indigènes qui avaient en plus combattu pendant les deux guerres mondiales ont commencé à considérer qu'il y avait eu une maldonne, parce qu'on leur avait promis justement cette assimilation et qu'elle ne venait jamais. Et qu'au contraire, parfois, on prenait des dispositions qui laissaient penser qu'on allait au contraire de l'assimilation. Et donc, il y a eu, en fait, l'indépendance de beaucoup de territoires coloniaux a été justement le fruit d'une sorte de désillusion de l'assimilation française. C'est-à-dire que justement, comme on ne voulait pas donner les mêmes droits aux indigènes, ils ont décidé de prendre leur indépendance parce que sinon, ils ne pourraient jamais en fait être considérés comme un égal, comme des égaux. Et donc, c'est ça un peu le drame de l'assimilation coloniale française, c'est qu'elle est toujours restée à l'état, pour le coup, de rêve et d'utopie de certains au gouvernement qui n'ont jamais vraiment réussi à la transformer en incarnation pratique. Vous parlez aussi du Japon dans l'assimilation. Alors peut-être que certains trouveront ça curieux, parce que c'est vrai que le Japon n'est pas connu pour être un pays assimilateur, mais comme l'indique votre titre, l'exception japonaise, Doka, donc je voudrais juste revenir sur un point, parce que là aussi il y a beaucoup de choses à évoquer, donc j'essaie toujours de prendre des points qui m'ont semblé intéressants pour vous en faire parler. C'est lorsque le Japon se retrouve en possession de Taïwan, donc là aussi les Japonais vont hésiter entre différents modèles, un modèle dur, un modèle d'assimilation, un modèle plus tolérant, un modèle plus radical. Et à un moment donné, ils vont même refuser, ou du moins rendre difficile d'accès, les études supérieures pour les Taïwanais, parce que les Japonais justifient cette position en disant on ne veut pas que les indigènes, donc les Taïwanais, fassent des études parce qu'ils pourraient se rebeller face à notre autorité. Et ils ont sous les yeux l'exemple de la France, du modèle français. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, s'il vous plaît? En fait, ce qui est intéressant, c'est que les Japonais font assez souvent référence dans leurs écrits doctrinaux sur l'empire colonial et sur l'assimilation aux positions françaises et aux auteurs français. Et effectivement, vous parlez de Taïwan, et quand les Japonais ont pris possession de Taïwan à la fin du 19e siècle et qu'ils se sont demandé quelle stratégie ils allaient adopter pour gouverner Taïwan, ils ont justement fait appel en fait à on dirait des consultants étrangers, et notamment à un représentant du gouvernement français qui leur a conseillé justement de faire de Taïwan une préfecture comme les autres territoires japonais, et de japoniser en fait Taïwan, ce qui était conforme justement à la doctrine française dans ses propres colonies. Alors que les Anglais, qui avaient aussi été sollicités, leur avaient conseillé plutôt de faire ce qu'ils appelaient l'indirect rule, donc le gouvernement indirect, en laissant quand même une large marge d'autonomie à ces territoires, ce qui était ce qu'ils pratiquaient eux-mêmes dans leur empire colonial. Donc c'est assez amusant de voir ces sortes de clichés coloniaux, mais qui ont été vraiment proposés aux Japonais lors de cette période de comparaison. Et donc, effectivement, ils regardent beaucoup ce que font les Occidentaux, en particulier les Français, et ils regardent ce qui marche et ce qui ne marche pas, en fait. Et ils se sont dit que beaucoup d'intellectuels français issus des territoires coloniaux, qui avaient suivi des études supérieures à Paris ou en France métropolitaine, étaient souvent ensuite devenus des intellectuels anticoloniaux, et qui militaient pour l'indépendance de leur pays. Et donc, voyant ce phénomène-là, ils avaient eu plutôt l'idée de désinciter les Taïwanais à suivre des études supérieures, au cas où, de la même manière, on verra apparaître des Taïwanais qui ensuite appelleraient dans des livres et dans des colloques et dans des conférences à l'indépendance des territoires colonisés par les Japonais. Donc, il y avait cette peur-là, même si, par ailleurs, les Japonais
imposaient une scolarisation à la japonaise dans leurs territoires impériaux, de manière extrêmement dure. D'ailleurs, en Corée, par exemple, où ils étaient encore beaucoup plus durs qu'à Taïwan, ils ont interdit aux petits Coréens de parler coréen dans les classes. Ils ont fait des classes entières en japonais. Ils ont donné des noms japonais aux enfants coréens, au point d'ailleurs que c'est des noms qui ont parfois, dans les mentalités de certains Coréens, sont restés encore bien après la période de l'Empire et de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait même eu un scandale quand un Premier ministre Oui, sud-coréen et avait fait une Toyota. visite d'État au Japon à la fin du XXe siècle et avait appelé son ancien maître, son ancien instituteur japonais en lui se présentant avec son nom japonais, ce qui avait fait scandale en Corée, on avait quasiment traité de collabo en fait, puisqu'il reprenait le nom japonais qui lui avait été imposé sous la domination japonaise et qui se justifiait du point de vue des Japonais par cette volonté d'assimilation et qui est vraiment une question d'assimilation, hein, puisqu'ils avaient un mot, vous avez cité, qui est doka en japonais, qui veut littéralement dire assimilation. Donc Oui. effectivement, c'est une période très exceptionnelle dans l'histoire japonaise qui, par ailleurs, a été un pays extrêmement fermé aux étrangers et qui l'est redevenu ensuite. Mais la seule période où ils ont pu pratiquer justement une forme d'assimilation, forcément, c'est l'Empire colonial, puisque c'est le seul moment où ils ont été confrontés à un étranger qu'ils devaient justement intégrer dans leur société. Oui, vous en parlez dans votre livre, quand il fait cette visite, il dit Allô, c'est Toyota. Et Oui, ça a exactement. Oui. scandalisé les gens. D'ailleurs, aussi dans votre livre, quand vous parlez de l'exemple coréen, les enfants coréens qui étaient surpris, alors, je vous cite, hein, mais qui étaient surpris de parler en coréen, on leur attachait un panneau en bois autour du cou. Et Oui. pour ne plus avoir le panneau en bois autour du cou, ils devaient attraper, enfin, ou entendre et dénoncer un de Oui. leurs camarades qui parlait aussi Qui en avait lui coréen. aussi parlé coréen. Et c'est intéressant parce que les Français faisaient pareil sous la Troisième République avec les patois. Puisque, en fait, on va peut-être en parler après, mais la première assimilation métropolitaine en France, c'est l'assimilation en fait des Français à la France, c'est-à-dire des territoires, des provinces, et notamment justement la question des patois à la culture française plutôt parisienne ou francilienne. Centralisée. Et donc, dans les écoles de la Troisième République, les maîtres avaient recours à quelque chose dont parle l'écrivain provençal Frédéric Mistral, qui s'appelle le signe ou le signal. Et donc, c'est effectivement un objet qu'on donne à l'enfant qui a parlé patois en cours à l'école et pour donc c'est un objet de honte, hein, et pour s'en débarrasser, l'enfant en question doit dénoncer quelqu'un d'autre, un autre élève qui aura parlé patois. Et donc Mistral en parle en disant que ça traumatise tellement les élèves que des fois on voit des petites filles qui sont chez elles, chez leurs parents et qui regardent par la fenêtre pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui va les entendre parler patois chez elles, au cas où on pourrait leur refiler le fameux signal. Donc ça, c'est une technique qui effectivement a été utilisée par les Français comme par les Japonais pour éradiquer des langues qu'on ne voulait pas dans le parcours scolaire. Alors très rapidement, si possible, parce que le temps il tourne, malheureusement. Dans votre chapitre sur l'américanisation à 100%, donc vous rappelez le modèle américain, cette volonté de faire vivre et d'assimiler des populations d'origine diverses, avec aussi des religions diverses, enfin au moins deux grandes religions. Et dans ce chapitre, vous rappelez qu'il y a eu dans un premier temps, dans une première phase de cette américanisation à 100%, il y a eu des oubliés, c'est la communauté noire. Ma question est simple, alors même vous en parlez dans le livre, mais pour donner justement envie aux gens de lire votre livre, pourquoi les Noirs ont été oubliés de cette première vague Alors, il y d'américanisation? a les Noirs, il y a aussi les Amérindiens qui ont eu un statut un peu particulier aussi dans ce rapport à l'assimilation. Puisqu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Américains ont été assez assimilateurs en fait, au moins au XXe siècle, au début du XXe siècle et un peu à la fin du XIXe siècle. Ils n'étaient pas du tout le pays multiculturel qu'ils sont aujourd'hui ou qu'ils défendent aujourd'hui. Ils ont beaucoup cru à ce qu'ils appelaient donc l'américanisation, en faisant des grandes campagnes même d'américanisation des immigrés, par l'école, par des associations, par justement le combat contre les autres langues. Le français a été très vigoureusement combattu par les Américains, comme en tant que langue dans les écoles américaines. Mais ce programme d'américanisation ne s'appliquait en fait qu'aux immigrés européens, et donc aux blancs en fait. Et ils ont toujours exclu, plus ou moins directement, plus ou moins consciemment, les Noirs et les Amérindiens, donc les autres minorités présentes sur le territoire américain, de cette volonté d'assimilation. Les Amérindiens, c'était un cas un peu bizarre, puisque d'un côté, les Américains, les premiers colons américains, ont essayé un peu de les européaniser, c'est-à-dire notamment en essayant de leur enseigner les techniques agricoles européennes, donc en essayant quand même de les tirer vers leur civilisation. Et puis il y a eu des cas individuels de généraux américains qui ont vraiment voulu américaniser entièrement les Amérindiens, essayer de les faire intégrer dans les villes américaines. Mais en même temps, on avait aussi la politique des réserves qui consistait à parquer les Indiens dans des zones justement où ils étaient à l'écart de la civilisation américaine
Et donc, c'était évidemment une stratégie anti-assimilatrice. Donc, il y a eu ce rapport très ambigu et un peu schizophrène aux Amérindiens. Quant aux Noirs, il y avait évidemment le problème d'abord de l'esclavage, puis du passif laissé par l'esclavage, par la ségrégation, par l'absence des droits civiques jusqu'aux années 60. Et ce phénomène était déjà vu par Tocqueville, c'est-à-dire dans de la démocratie en Amérique. Tocqueville analyse déjà ce rapport très compliqué des Blancs américains aux Noirs, ce rapport compliqué à la race qui les a en fait empoisonnés. Et Tocqueville prévoyait déjà que même si l'esclavage était un jour aboli, ils auraient toujours une difficulté à vivre ensemble et à dépasser en fait ce fossé qui s'est créé à cause de la discrimination liée à l'esclavage. Et donc l'assimilation américaine, je pense, parce que en fait il y avait une dimension raciale dans la façon dont les Américains conçoivent leur propre société, parce qu'ils ont ce prisme racial dans leur propre vision d'eux-mêmes, ils ont beaucoup plus de mal à imaginer justement une assimilation de gens qui ne sont pas blancs à la communauté américaine. C'est vraiment quelque chose qu'on observe avec le temps. D'ailleurs, les mariages mixtes sont toujours assez faibles en fait dans les statistiques par rapport à ce qu'on voit en Europe. Donc, c'est quelque chose qui persiste et qui forcément est contraire à l'assimilation, puisque l'assimilation implique de croire qu'il n'y a pas de différence raciale du tout, enfin que les différences entre les races n'existent pas et que quelqu'un qui est d'une autre couleur que la sienne peut parfaitement adopter la culture d'un pays ou d'un autre, et que ce n'est qu'une question en fait un peu superficielle de culture et de valeurs et de pratiques, mais pas du tout de ce qui serait ancré dans notre ADN ou dans notre couleur de peau ou dans quoi que ce soit d'autre. Et un point qui est assez... un exemple qui le montre assez bien, je trouve, c'est un film justement des années 60 qui s'appelle Devine qui vient dîner, un film américain, et qui parle d'une jeune fille qui est la fille de deux grands bourgeois américains de la côte Est, qui sont démocrates et qui sont pro-droit civique, donc qui sont tout à fait normalement ouverts justement à la communauté noire, enfin, et à la réconciliation entre les communautés américaines, et qui ramènent évidemment un fiancé qui est noir. Et le fiancé, en plus, c'est le genre idéal, quoi. C'est un chirurgien brillant, il va travailler pour l'ONU, il est extrêmement intelligent, il est beau, il est gentil, il est poli, enfin, il a tout ce qu'il faut pour un genre idéal. Mais les parents, qui pourtant devraient justement être favorables aux droits civiques et donc au métissage et au mariage mixte, ont quand même un problème avec ça. Et je trouve que ce film, l'intrigue même du film est assez révélatrice du fait qu'en Amérique, il y a une dimension raciale qu'on n'a pas dans d'autres pays, qu'on n'a pas en France notamment, où en France, les tensions entre communautés sont toujours liées à des questions culturelles, à des pratiques. Typiquement aujourd'hui, le port du voile, les rapports entre les hommes et les femmes, etc. Mais jamais à une pure question de couleur de peau. Alors que c'est le cas en Amérique, et c'est ça qui fait forcément que l'assimilation pour eux était un peu vouée à l'échec sur le long terme et qu'elle a été du coup abandonnée par la suite. J'avais demandé sur un réseau social bien connu que je ne citerai pas si des gens voulaient poser des questions, et j'en ai retenu une. Donc il y a eu des questions très intéressantes. Donc c'est une demoiselle qui a lu votre livre, elle l'a beaucoup aimé. Donc elle rappelle que dans votre livre, vous ne prétendez pas à l'exhaustivité de l'étude des modèles assimilationnistes, mais elle était assez étonnée. Elle aurait voulu savoir pourquoi vous n'avez pas parlé de la Russie ou de l'Empire des Tsars. Alors c'est intéressant parce que moi, le grand manque que je trouve à mon propre livre, c'est plutôt la Chine. Parce que je pense que la Chine, mais en fait, je ne l'ai pas fait parce que c'était vraiment un énorme, enfin, c'est un gros morceau qui leur a demandé d'avoir des sources de première main, que moi, je ne parle pas chinois, je ne lis pas le chinois, et donc ça aurait été assez difficile. Et alors que typiquement, sur le Japon, par exemple, il y avait déjà des études assez bien faites en anglais sur cette période très spécifique de l'histoire japonaise. Alors que la Chine antique, notamment, a connu des phénomènes d'assimilation massifs. Et donc, je pense que ça aurait été très intéressant à faire également. Donc, peut-être que quelqu'un le fera un jour. Alors, sur la Russie, effectivement, c'est intéressant aussi. J'avais pensé, mais c'était un phénomène plus élitiste, en fait, pour la Russie, puisque effectivement, il y a eu, en fait, quelque chose qui était. Alors, en fait, je le comparais plutôt à la question de la Turquie et de l'Iran au XXe siècle, c'est-à-dire ces pays qui ont cherché à s'occidentaliser par eux-mêmes, enfin, spontanément, qui ont voulu se donner un modèle qui était plutôt le modèle européen, souvent français en plus, et de limiter, soit par des incitations, soit carrément par la force et par des contraintes, pour essayer, d'après eux, de moderniser leur pays. Ça a été le cas donc de Mustafa Kemal en Turquie, de la dynastie des Pahlavis en Iran, et c'est un peu le cas en fait des tsars russes, mais depuis Pierre le Grand en fait, qui a cherché justement à civiliser une cour qu'il jugeait un peu barbare lui-même,
et en lui donnant des usages et des mœurs françaises. Et ça a d'ailleurs assez bien marché au sens où l'aristocratie russe, justement, parlait français, avait repris des coutumes françaises. Et donc, il y avait une sorte d'assimilation en fait un peu spontanée, sans que les Français aient jamais cherché à l'imposer aux Russes, évidemment. Mais voilà, une sorte de volonté de se franciser tout seul, en fait, ce qui est assez intéressante. Alors, je ne l'ai pas inclus dans le livre parce que c'est un cas un peu particulier qui ne concerne en fait qu'une petite élite, quand même. Voilà, et donc, voilà, je ne l'ai pas inclus aussi parce que sinon ça aurait fait. Enfin, on pouvait inclure des quantités d'autres civilisations hein, dans un sujet pareil, donc le but n'était pas d'être exhaustif, mais votre interlocutrice avait raison de mentionner aussi ce phénomène-là. Alors, j'ai encore deux questions. Dans votre livre, en fait, vous rappelez on voit que vous êtes plutôt en faveur de l'assimilation, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et vous dites en fait que l'assimilation elle repose sur trois piliers. Donc, je vous cite encore une fois, je parle sous votre contrôle. Vous dites qu'il faut que le cadre assimilateur soit attrayant. Vous dites que les assimilés ne doivent pas être promis à un statut inférieur. Et enfin, le troisième point, vous dites qu'il faut qu'il y ait un mélange de population. Et en fait, quand on prend votre analyse factuelle qui me semble plutôt pertinente et juste, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans la France de 2021, le modèle attrayant n'y est pas, parce qu'on ne peut pas, je pense, assimiler des populations africaines ou musulmanes ou orientales à un modèle, pour faire simple, GPA, PMA, Netflix, football, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que les assimilés ont plutôt malheureusement dans notre société un statut inférieur, et on voit de plus en plus en France comme aux États-Unis ce phénomène de communautarisation où dans des quartiers, on s'aperçoit qu'à Paris ou dans d'autres villes de France, il y a des quartiers réservés exclusivement à certaines populations. Donc, dans votre livre, vous parlez faut-il réhabiliter le modèle assimilationniste, mais si on prend vos trois points et l'analyse aujourd'hui de la situation française, on s'aperçoit qu'il y a, pour une personnalité politique qui voudrait mettre à nouveau en place ce modèle, il y aurait énormément de travail à faire. Alors ça, qu'il y ait beaucoup de travail à faire, ça, j'en suis bien persuadé. Non, alors sur le premier point, je suis moins pessimiste que vous. Je pense quand même que le modèle de civilisation français, voire européen ou occidental, reste assez attractif quand même pour beaucoup de gens. Alors vous parlez de PMA, GPA, bon, ça c'est des questions à limite d'opinion philosophique, mais vous mentionnez aussi Netflix. Et en fait, Netflix reflète aussi une certaine culture du divertissement, de la production audiovisuelle, mais qui en fait est attirante. Enfin, la preuve, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens dans le monde qui veulent avoir accès à ça et qui sont intéressés par en fait la civilisation que promeut ou qu'illustre plutôt Netflix. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir en Occident parce qu'ils sont attirés par ce modèle de civilisation-là. Ça existe toujours, je pense. Donc évidemment que c'est un peu moins le cas que peut-être que l'attrait que pouvait avoir la France au XVIIIe siècle, hein, j'imagine. Mais je ne pense pas non plus qu'on soit un modèle repoussoir. Je pense qu'on a encore des capacités d'attraction. Ensuite, sur le deuxième, enfin, je vais commencer par le dernier point, qui est le plus important en fait, selon moi, c'est la question effectivement de la rencontre entre populations, parce que on peut pas imaginer assimiler des gens, des individus qui vivent dans un milieu où en fait rien ne leur donne ni le modèle ni l'aiguillon pour s'assimiler. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant, un élève dans une classe qui est issu d'immigration, et dont tous les camarades dans la classe sont eux aussi issus d'immigration, ben, évidemment, il n'y a pas vraiment de moyen pour lui de savoir à quoi il doit s'assimiler, puisqu'il n'a aucun modèle sous les yeux. Et non seulement il n'a pas de modèle, mais en plus, il n'a pas d'incitation ni de pression en fait, à s'assimiler, puisque tout le monde autour de lui, enfin, personne autour de lui, justement, n'a ce lien avec la culture française et donc pourrait éventuellement l'inciter à se franciser. Ce serait le cas si jamais. Je vous coupe rapidement, excusez-moi. Allez-y. Mais en même temps, comme vous avez parlé du modèle romain, un des facteurs de réussite était la langue. Très souvent, malheureusement, à la maison, ils ne parlent pas le français, ils parlent la langue du pays d'origine. En plus. Donc ça rajoute encore une difficulté. Mais justement, les Romains, d'ailleurs, avaient bien compris ça, puisque quand ils faisaient ce qu'ils appelaient des colonies, donc qui était quelque chose de très différent de ce qu'on a appelé les colonies ensuite, les colonies, c'était des villes nouvelles, en fait, dans l'Empire romain, et ils faisaient des villes nouvelles dans les territoires, enfin dans les provinces, où ils envoyaient justement un contingent de citoyens romains. Et donc, la rencontre, en fait, se faisait un peu à part égale entre des citoyens romains et des citoyens locaux, qui donc vivaient ensemble dans un cadre de vie, en plus, comme on l'a dit, qui était romain. Donc ça permettait justement d'avoir ce mélange d'incitation et de pression
à la romanisation et à l'assimilation. C'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui dans beaucoup de quartiers en France, où il y a tout simplement en fait pas assez de Français pour donner l'exemple et pour inciter à s'assimiler. Donc là, il y a vraiment une question importante. Il y a le gouvernement danois qui depuis quelques années là, commence à imaginer des politiques un peu pour essayer de contrer ce phénomène-là, puisqu'ils sont confrontés un peu au même problème. Et donc, ils ont identifié des zones qu'ils appellent des zones de société parallèle, qu'ils appelaient avant des ghettos, où ils instaurent un plafond dans chaque classe d'élèves issus de l'immigration. Donc, l'idée, c'est justement qu'à chaque fois, il y a une sorte de bain culturel qui permette l'assimilation. Donc, c'est une piste intéressante. Après, la question est pratique, c'est comment réaliser, atteindre cet objectif-là. Mais dans l'esprit, je trouve que c'est quelque chose, effectivement, qui pourrait être efficace, Parce que quand on, plus que les simples appels abstraits à oui, bon, assimilez-vous, mais il ne suffit pas de dire assimilez-vous, il faut aussi donner les moyens matériels que ça se produise. Et ça se fait justement quand il y a un mélange démographique, en fait. Parce Donc, que quand on parle aujourd'hui du modèle français, donc GPA, PMA, qui sont pour moi des sujets importants, mais au-delà de ouais, ça, des populations très souvent avec des valeurs et des religions ne peuvent être, en tout cas, dubitatifs face à ce modèle de société, même par rapport au mariage des personnes de même sexe. Mais admettons, écartons cette vision philosophique de la vie, mais quand on voit les polémiques qu'il y a aussi sur notre histoire, à l'occasion, par exemple, des commémorations pour Napoléon Ier, quand on voit le modèle romain qui était très attrayant, qui est un modèle fort sur de lui, comment peut-on, pour revenir à votre premier point, le cadre attrayant, comment assimiler des gens en très grand nombre ou même en petit nombre quand le modèle assimilationniste ne fonctionne plus et quand on passe notre temps dans toute l'infrastructure sociale au sens marxiste du terme, quand on passe notre temps, enfin quand ils passent leur temps en l'occurrence à massacrer notre histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux gens de devenir français si nos ancêtres ont été, enfin je caricature, hein, mais collaborateurs, oui. racistes, esclavagistes, etc. Non, ça, c'est évident qu'il faut évidemment avoir confiance en nous-mêmes et dans quand même la valeur de notre propre passé pour donner envie à des nouveaux arrivants de le rejoindre. Parce qu'en fait, ce qu'on leur demande à chaque fois, c'est justement de récupérer pour eux cet héritage. Donc, si on leur dit que l'héritage est pourri et qu'il est vermoulu, ben, ça donne évidemment pas envie de l'adopter et de le reprendre pour soi. Donc ça, c'est clairement la base. En plus, c'est souvent un peu bizarre parce qu'en fait, on adopte aujourd'hui quand on critique notre propre passé, c'est souvent par le biais d'une sorte de critique un peu historiographique. Quand on cherche à dire que je sais pas moi, Napoléon, en fait, en dehors même des questions sur l'esclavage et sur le sexisme et tout ça, il y en a qui vont nous dire que en fait Napoléon a laissé la France plus faible économiquement, etc. Oui, enfin peut-être que c'est vrai, on peut en débattre d'un point de vue historiographique et c'est intéressant, mais ça n'empêche pas qu'on puisse trouver qu'il y a quelque chose de grandiose dans l'épopée napoléonienne, que c'est romanesque et que ce caractère romanesque justement c'est ça qui en fait nous rend fiers de l'avoir dans notre histoire. Et c'est ce genre de sentiment qu'il faut mettre en valeur, surtout à l'école. Ce qui n'empêche pas par ailleurs d'avoir une vision critique de l'histoire, mais ça rentre dans des cours d'histoire justement, quand quelqu'un s'intéresse vraiment à la fabrique du travail historique. Mais pour ce qui est de la communauté nationale, on peut très bien aussi en parallèle avoir une fierté pour ce qu'il y a de romanesque, de grandiose, de sublime dans notre histoire, indépendamment d'ailleurs même de la valeur même qu'on accorde aux actes des personnages, quoi. Je pense qu'il faut le voir aussi un peu comme si on parle de roman national, c'est justement parce que il y a une sorte d'intrigue en fait, de récit un peu merveilleux qui s'est inventé ou qui s'est construit sur l'histoire de France et qu'on peut très bien à la fois en fait être séduit par ça et en même temps savoir que tout n'est pas vrai dedans et que on peut avoir un regard plus critique sur certains aspects. Mais je pense que c'est pas incompatible et qu'en tout cas pour l'assimilation, effectivement, il faut éviter quand même de dire que tout notre passé est à jeter à la poubelle parce que c'est forcément néfaste. Et je voulais juste revenir sur le deuxième point que j'ai sauté tout à l'heure, qui est effectivement qu'il faut faire en sorte que l'assimilation soit un marché honnête, au sens où celui qui s'assimile doit avoir la certitude qu'en retour, il va effectivement être traité comme un égal et avec toutes les possibilités qui s'offriront à lui dans la société par le reste de la communauté française. C'est-à-dire que si un étranger arrive aujourd'hui en France et qu'il a le sentiment que s'il se comporte comme un Français, les Français vont continuer quand même de ne pas le traiter exactement comme un Français, là c'est désastreux. Et donc il faut vraiment avoir d'abord, bon, évidemment, lutter contre les discriminations raciales, hein, c'est évident, et aussi bien mettre à plat en fait l'offre qu'on propose justement
aux étrangers. Et je pense que l'ambiguïté dans laquelle se tient le discours officiel aujourd'hui sur cette question-là, sur de schizophrénie, à dire à la fois, oui, alors soyez fiers de vos racines et de vos origines et de votre diversité, de votre différence, et en même temps, quand même, on vous fait comprendre qu'il faut quand même que vous soyez un peu plus français que vous n'êtes aujourd'hui. C'est pas très sain et ça n'aide pas à la clarification de ce que doivent faire les étrangers eux-mêmes, s'ils sont de bonne foi. Donc je pense qu'il faut, voilà, il y a un peu ces trois conditions-là. Effectivement, donner envie, être fier de notre propre histoire, de notre propre passé, garantir que ce marché fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que les étrangers doivent y trouver leur intérêt, et surtout avoir les conditions matérielles pour que l'influence et la pression sociale puissent se produire pour arriver à l'assimilation. J'ai une dernière question. Alors, je suis très content parce que dans votre livre, vous citez un intellectuel que j'aime beaucoup, que je considère, si tant est que ce soit possible, un peu comme un de mes maîtres. C'est Joseph de Maistre. Et en fait, Joseph de Maistre, il dit, enfin, vous le citez, il dit en fait qu'un Irlandais restera toujours Irlandais et qu'un Juif restera toujours un Juif, qu'un Irlandais ne peut pas devenir Anglais. Est-ce que fondamentalement, dans une optique intellectuelle, historique, à l'aune de votre livre et de tous les exemples que vous avez donnés, est-ce que fondamentalement, l'intrinsèque d'une personne n'est-il, enfin, est-ce que ce que la personne est réellement n'est-il pas plus fort que le côté social ou culturel? En fait, est-ce que toutes les politiques d'assimilation ne sont-elles pas vouées à l'échec à cause de ce côté lié à la nature humaine? C'est-à-dire qu'un Irlandais restera toujours Irlandais et il ne sera jamais anglais, sans parler même de religion. Alors vous imaginez que si j'ai fait ce livre effectivement qui est quand même plutôt une défense de l'assimilation et moi j'y crois personnellement et donc c'est que je suis plutôt pas d'accord avec Joseph de Maistre sur ce point-là. Et d'ailleurs je le comparais dans le livre aux thèses d'un Américain du XXe siècle qui s'appelle Horace Kallen, qui a été en fait le père un peu du multiculturalisme alors qu'il appelait le pluralisme culturel dans les années 30 et jusqu'aux années 60. Et lui-même en fait disait un peu la même chose, c'est-à-dire voilà, un Irlandais ça reste un Irlandais et donc il faut pas chercher à américaniser ces gens-là puisque de toute façon ils resteront toujours ce qu'ils sont. Et donc le multiculturalisme en fait est un peu la seule solution. Il n'y a pas d'alternative quoi. C'est le multiculturalisme ou rien. Bon moi je n'y crois pas. D'abord parce que je trouve que les exemples historiques justement montrent qu'il y a eu des succès d'assimilation. Et après tout si les Romains avaient cru qu'un Gaulois restera toujours un Gaulois, et ben nous on serait pas là en train de parler de la même manière parce on n'aurait pas été romanisé et que la civilisation française aurait été extrêmement différente. Donc je pense que justement, enfin, il y a une part de vrai, évidemment, quand on a reçu un héritage et qu'on arrive dans un nouveau pays à 40 ans, par exemple, forcément, on ne va jamais devenir totalement comme si on avait été toujours, enfin, comme si on était né dans ce pays. Mais sur une, deux générations, trois générations, je pense que ça se produit, ce phénomène d'assimilation complète. Et il y a des gens qui, aujourd'hui, sont des Français qui sont d'origine italienne, par leur famille, et qui n'ont absolument aucun rapport avec l'Italie, qui n'ont plus rien d'italien, à part peut-être un nom de famille. Et donc, c'est bien la preuve que l'assimilation, ça fonctionne, et que si on avait suivi Joseph de Maistre, ces gens-là seraient toujours en train de parler italien aujourd'hui. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut marcher à l'échelle d'un individu, enfin, qu'on peut dire éventuellement à l'échelle d'un individu, encore que, mais sur le temps long, sur le temps historique, je pense que l'assimilation fonctionne et qu'elle peut marcher. Eh ben, je vous remercie, ça sera le mot de la fin. Merci à vous, merci beaucoup.